Bienvenue sur la chaîne A3E. Aujourd'hui, on va parler d'un des systèmes de climatisation, le système Tutter. Donc, c'est titre numéro 2. Le système Tutter, il doit être fait sous forme de deux parties. Donc, aujourd'hui, on va entamer la première partie de système de climatisation Tutter. Alors la notion, pour parler d'un système de climatisation Tutter, on doit d'abord connaître l'air et sa composition. Il faut savoir comment analyser ou comment faire une lecture sur un diagramme d'air humide qui est très important pour parler de la climatisation Tutter. Donc je sais bien que les gens qui ont les frigoristes et les gens qui ont travaillé sur la climatisation, donc ils ont déjà l'habitude de travailler avec ces diagrammes-là, donc ils ont l'habitude, mais je veux que les autres qui n'ont pas l'habitude de travailler comprennent comment travailler sur un diagramme d'air humide. Alors la notion de base, c'est que l'air sec, c'est un mélange de gaz parfaits, l'oxygène, l'azote, l'argon, CO2 et d'autres gaz rares, avec bien sûr un pourcentage très important d'azote et un pourcentage de 20-21% d'oxygène. Alors l'air humide, il est composé de l'air sec, de cet air sec là, plus une petite quantité de vapeur d'eau. Donc l'air que nous respirons n'est jamais complètement sec. Il contient toujours une certaine quantité d'humidité sous des formes diverses. Alors les journées où il fait chaud, donc c'est un brouillard de vapeur à l'intérieur de l'air, et pour les journées où il fait froid, c'est des cristallites de glace. Alors l'évolution du diagramme d'air, donc on va voir comment faire une lecture d'un diagramme et comment voir l'évolution de l'air à l'intérieur d'un diagramme. Alors l'air humide entre en relation avec des sources de chaleur bien sûr et d'humidité, plans d'eau, sol, montagnes, forêts, glaciers, centres industriels. Tous ces contacts tentent à le faire évoluer en température et en humidité. Donc, sans contact avec la nature, donc elle tente à changer sa température et son humidité. Alors, le diagramme de l'air humide est une représentation graphique de l'évolution du mélange d'air sec plus cette quantité-là de vapeur. Alors, l'évolution du diagramme de l'air humide, le diagramme permet de retrouver par simple lecture la majorité des grandeurs définies. Donc le diagramme qui a la majorité des grandeurs reliées à l'air sans rentrer dans les calculs plus ou moins complexes. Alors les grandeurs qui nous intéressent de l'air, c'est la température d'air sèche, on va voir qu'est-ce que ça veut dire, la température humide, la température de rosée, la température absolue, l'humidité relative, l'enthalpie qui est une énergie, et le volume spécifique de l'air. Alors, pour savoir sur le diagramme, il suffit de connaître deux de ces paramètres pour bien trouver les autres ou bien pour bien déterminer les autres. Le diagramme, si on parle que de la température, donc les paramètres qu'on trouve qui concernent la température sur ce diagramme-là, il y a, si on prend l'air, un point d'air A, donc on a sa projection sur l'axe de température, donc ça nous donne directement la température, ce qu'on appelle la température sèche. C'est cette température qu'on a l'habitude de mesurer avec un thermomètre normal. Alors, si on prend sur l'axe des enthalpies, donc ça c'est la gradation des enthalpies, donc la droite oblique qui passe de ce point A vers la gradation des enthalpies. Donc il coupe la courbe, parce que là il y a des courbes d'humidité, ça la courbe d'humidité 100% d'humidité relative, ça c'est 90%, 80%, 40% jusqu'à 10%. Alors la courbe, la droite, quand il traverse la courbe d'humidité 100%, on appelle la courbe de saturation. Donc on trouve sur ce point-là, bien sûr, la projection d'ILE sur l'axe des températures, ça nous donne 10,15 dans cet exemple qu'on a là. Donc ça, on appelle la température humide. Si on prend aussi la droite horizontale qui relie ce point-là avec l'axe qu'on a ici, l'axe des humidités absolues, donc
ça rencontre avec la courbe d'humidité relative, sa projection, ça nous donne ce qu'on appelle la température de rosée. Alors la température de rosée, c'est cette température-là où toute la vapeur d'eau, si on atteint cette température-là, toute la vapeur d'eau, elle essaie de devenir des gouttelettes d'eau. Donc c'est la température de rosée. Alors si on prend le côté humidité, donc le diagramme d'air humide, on trouve les courbes. Ça, c'est des courbes d'humidité relative, sont en pourcentage d'humidité. Celle-ci, par exemple, en rouge, c'est la courbe 50% d'humidité. Alors, sur ce point-là, la droite horizontale, il coupe un axe, ce qu'on appelle l'axe des humidités absolues. L'axe des humidités absolues, il nous donne la quantité de vapeur, plutôt la quantité d'eau par kilogramme d'air sec. Alors là, on trouve 7,3, si on commence la gradation, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 7,3. Donc là, le point, elle représente une humidité absolue de 7,3 grammes de vapeur par kilogramme d'air sec. Donc là, pour l'humidité, il y a l'humidité relative, c'est ces courbes-là, elles sont en pourcentage, et il y a l'humidité absolue qui est représentée par l'axe des Y, elle nous donne l'humidité ou la quantité d'eau par quantité d'air, donc en grammes de vapeur par kilogramme d'air sec. Alors si on s'intéresse à l'enthalpie, alors pour parler de l'enthalpie c'est que l'air en ce point-là, il contient une quantité d'énergie. Donc cette énergie-là, elle est composée en deux parties. Il y a l'énergie sensible, c'est l'énergie qui représente son niveau de température, le niveau de température de l'air, c'est-à-dire c'est l'énergie qui a fait élever la température d'une température T1 jusqu'à une température T2. Il y a aussi une énergie, ce qu'on appelle la quantité de chaleur latente, qui est la chaleur de vaporisation d'eau contenue dans l'air. Donc cette somme de quantités de chaleur sensible et latente en ce point-là, sa somme, elle nous donne l'énergie totale qui est l'enthalpie en kilojoules par kilogramme d'air sec. Si on prend ça l'exemple de ce point-là, donc cette droite, elle nous coupe l'axe des enthalpies en point de 38,7 kJ par kilogramme. Alors, le volume spécifique, bien sûr, à chaque point, l'air il a un volume spécifique selon sa contenance en eau et sa contenance en air. Donc, si on prend ce point-là, donc l'axe des volumes spécifiques, ça nous donne, en ce point, l'air elle occupe 0,844 m3 par kilogramme de gaz. Alors, on parle de ces données-là parce que sont très essentielles pour savoir comment traiter l'air, comment augmenter la température de l'air, comment le déshumidifier, comment changer les paramètres de l'air. Donc, on est obligé de savoir comment analyser ce diagramme pour pouvoir agir sur la climatisation ou là sur le conditionnement d'air pour éliminer ou là pour réduire quelques valeurs de ces paramètres qui sont donnés par ce diagramme. Alors, il a l'ensemble des paramètres sur cet axe-là, ce point-là par exemple, le point, on a 22 degrés comme température sèche, on a bien sûr 13,5 degrés de température de rosée et on a 16,8 température humide et l'enthalpie il est de 47,5 kJ par kilogramme. Alors si on prend pour l'humidité absolue, c'est 10 grammes d'eau par kilogramme d'air sec. Donc vous voyez un point, on peut avoir tous ces paramètres-là sur le diagramme d'air humide. À travers de ce point, on peut savoir l'humidité relative par exemple, là c'est 40% d'humidité relative. Température sèche 22, température de rosée c'est 13,9, température d'air humide c'est 16,8, l'énergie dans cette air-là, c'est 47,5 kJ par kilogramme. Donc, à travers ce diagramme humide, on peut avoir tous les paramètres de l'air dans une condition initiale, qu'on va bien sûr évoluer à travers une centrale de traitement d'air pour donner de l'air qu'on veut dans des conditions de confort. Alors, la totalité de l'énergie nécessaire au traitement du local. Alors, pour traiter cet air, avant de l'envoyer dans un local,
la totalité de l'énergie nécessaire au traitement du local est véhiculée par l'air. Donc, quand on parle d'un système tout-terre, c'est que toute l'énergie qu'on emploie pour traiter une ambiance ou pour conditionner l'air d'une ambiance, elle est véhiculée à travers l'air. Alors, la préparation de l'air est généralement centralisée. Donc, une centrale de traitement d'air généralisée. Le local technique comporte, donc le local technique pour une centrale de traitement d'air, il comporte un générateur de froid, un générateur de chaud, une centrale de traitement d'air assurant la préparation de l'air, y compris l'air neuf, un réseau de gaines. Le réseau de gaines comprend le réseau de reprise, c'est l'air qui est le local à traiter, qui est le rejet d'air vicié, donc l'air qu'on amène d'une salle, on peut, tout ce qui est une partie de l'air qui est vicié va être envoyé vers l'extérieur, l'amener d'air neuf, et il y a aussi la distribution d'air vers les locaux à travers des diffuseurs. Alors le schéma, c'est d'un système tout-terre, il y a une centrale de traitement d'air reliée bien sûr à un groupe de chaleur, un groupe chaud et un groupe froid, qui sont reliés avec des batteries chaudes et des batteries froides. À l'intérieur, il y a bien sûr des ventilateurs de soufflage et un extracteur d'air de reprise, et il y a l'entrée d'air neuf et le rejet d'air rejeté. Donc tout cet air-là, on parle d'un système tout-terre, donc il y a de l'air qui est envoyé en soufflage, et il y a une autre air qui est prise en reprise, donc c'est un système qui fonctionne tout-terre. Alors les systèmes tout-terre, on peut les trouver sous une forme d'une centrale qui est de cette forme, souvent de cette forme. Donc la forme, elle diffère selon l'utilisation qu'on veut, bien sûr. Donc il y a le ventilateur de reprise, c'est là où il y a un ventilateur de reprise. Pour le compartiment 2, il y a le volet de réglage d'air rejeté. Donc il y a un réglage pour savoir le pourcentage d'air qu'on doit rejeter et le pourcentage qu'on doit recycler. Il y a la partie 3, c'est le pré-filtre. Il y a la batterie froide et la batterie chaude. Il y a un système d'humidification, vous voyez là une pompe qui fait circuler l'eau à travers un humidificateur. Il y a un ventilateur de soufflage et il y a bien sûr un filtre finisseur. Donc le filtre finisseur, on dit un filtre finisseur pour le dernier filtre qu'on utilise avant de souffler l'air vers les locaux. Alors le débit d'air traité par la centrale est fonction. Donc on traite le débit dans une centrale selon la charge thermique bien sûr, selon aussi le delta T acceptable entre le soufflage et la reprise. Donc les conditions de confort nous imposent un delta T entre ce qu'on reprend et ce qu'on souffle à l'intérieur du local à traiter. Pour les raisons d'économie, alors pour des raisons d'économie, la pointe d'air neuf est limitée. Donc pour des raisons d'économie, on essaie de limiter le maximum l'apport d'air neuf. Donc on apporte que juste le nécessaire, sauf pour des contraintes de sécurité ou des besoins hygiéniques définis par le règlement. Donc le règlement, il ne définit les portions d'air neuf qu'on doit apporter. Bien sûr, si on prend par exemple le bloc opératoire, l'air neuf, donc on fonctionne à tout air neuf, donc il n'y a pas de recyclage de la reprise, donc la reprise il est rejetée parce qu'il peut être contaminé à l'intérieur du bloc opératoire. Alors il y a la possibilité, si on décompose un peu la centrale de traitement d'air, il y a la possibilité d'installer un récupérateur de chaleur. Quand on sait bien qu'on traite de l'air, on le chauffe par exemple l'hiver, et après on est obligé de le rejeter. Alors au moment de rejet, donc il y a une partie qu'on doit recycler, et il y a une partie qu'on doit rejeter vers l'air. Alors on essaye de récupérer entre deux batteries, bien sûr en circuit fermé, il y a une petite pompe, il y a un fluide, c'est de l'eau qui circule entre deux batteries. Donc on récupère la chaleur sur cette batterie qu'on transmet à l'autre batterie positive pour que l'air neuf prend un peu de chaleur qu'on a récupéré de ce qu'on doit rejeter à l'extérieur avant qu'elle rentre à d'autres traitements d'humidification, de batterie chaude et après soufflage. Alors parmi, cette partie-là, on a parlé des systèmes tout-terre neufs. Il y aura une deuxième partie, on va parler des solutions souvent utilisées, les systèmes, je parle toujours des systèmes tout-terre neufs. Alors, il y a une centrale, il y a un réseau de gaines local. Parfois on utilise une centrale qui sert un réseau de gaines local. Parfois il y a une centrale et réseau de gaines par groupe de locaux. Parfois, il y a une centrale commune reliée à deux gaines, donc une centrale avec deux gaines, une boîte de mélange par local,
qui assure le dosage adéquat. Donc il y a une seule centrale reliée par deux gaines, et les deux gaines s'accumulent sur une boîte de mélange pour donner le dosage qu'on veut en fonction des besoins. Alors la centrale dite, il y a aussi des centrales dites multizones avec réseau de gaines local. Donc une centrale qui amène différents réseaux de gaines pour différentes zones, donc on appelle ça des multizones. Il y a la centrale de traitement d'air avec une boîte de diffusion d'air à débit variable, donc on peut utiliser des boîtes de débit d'air variables pour donner à chaque local un débit selon ses besoins. Donc je vous remercie, j'espère que c'est clair. Donc la deuxième partie, on va parler de ces différentes solutions de traitement d'air. Donc à la prochaine, je vous remercie pour votre attention. Merci.